Donc, on reprend dès le départ et puis je vous souhaite la bienvenue pour cette édition spécialité. Je remercie tous ceux qui ont pu prendre de leur temps et pendant l'été pour apprendre et pour pouvoir évoluer. Je remercie infiniment Docteur Zineb et Docteur Omar pour leur soutien et pour leur présence et pour ce qu'on fait ensemble. C'est Hassan Talha aussi, je te remercie infiniment pour ton support et pour ton soutien. Et je remercie bien sûr tous les participants et la famille qui sont des membres de ma famille maintenant. Et on va évoluer ensemble, on apprend ensemble en s'amusant. Et voilà, comme j'ai dit et je redis, on n'est pas médecin que dans un hôpital. Une étiquette de médecin, elle reste collée à nous, qu'on soit dans la rue, qu'on soit en famille, qu'on soit en vacances, qu'on soit dans dans un restaurant. Ça m'est arrivé de faire le Heimlich dans un restaurant par réflexe. Et donc, cette édition spécialité, c'est surtout pour dire que là où on est, on peut agir. Là où il y a un problème, on peut gérer. Et n'ayez pas peur de vous présenter autant que médecin si vous voyez une anomalie et de demander aux parents d'aller demander de l'aide de leur médecin ou autre. C'est pas obligatoire qu'ils nous écoutent nous, mais au moins dire que nous avons remarqué telle chose ou telle chose et leur laisser la liberté de faire ce qu'il y a à faire. Donc, sans tarder, je vais partager mon écran et on recommence notre Zoom. Voilà, c'est moi. Donc, je reprends mes pas. Nous avons dit que 80% des participants sont prêts à aller en vacances et moi aussi. C'est en fait mon dernier jour de travail. Enfin, c'est mon premier jour de congé. Je le passe avec vous avec grand plaisir. Par la suite, on avait parlé de notre cas clinique de Amine, qui avait 8 mois, qui a mis aux urgences un après-midi, une après-midi de juillet. Ses parents l'ont laissé à peine 15 minutes dans la voiture à l'ombre, avec des vitres entr'ouvertes et le temps de faire une course. Et j'ai dit que ce n'est pas normal que des parents laissent les enfants dans une voiture. Donc, si vous pouvez faire de la prévention et en parler, c'est important. Donc, à l'arrivée, il a 40 degrés de fièvre, la peau était chaude et sèche. Il était génial, obnubulé, avec une fréquence de 190 par minute et un refus de tétée. Donc, vous avez répondu à 32 participants que c'est un coup de chaleur et effectivement, c'est un coup de chaleur. Le premier geste à réaliser, vous étiez majoritaire à le dire, c'est déshabiller et refroidir le patient. Le paracétamol a-t-il une place dans le coup de chaleur? Eh bien, non. Il n'a pas d'indication, il n'agit pas. Et puis, la complication à retenir, c'est plutôt la rhabdomyolyse et l'insuffisance rénale que les convulsions. Et on avait convenu que les convulsions hyperthermiques ont un terrain particulier, que c'est pas toutes les fièvres qui vont entraîner une convulsion, mais si on arrive à une hyperthermie à 42, 43, éventuellement, mais ceux qui vont convulser même à 38 ou à 37,8 sont des patients qui sont particuliers avec des antécédents familiaux. On a fini par dire qu'il faut partager entre deux façons de faire, soit, et vous aviez très bien répondu sur le chat, effectivement, que la cause en cas de coup de chaleur, c'est l'excès de chaleur que le corps n'arrive pas à dissiper. Et donc, le thalamus est un peu innocent et il garde la température, le thermostat à 37. Contrairement quand il y a des pyrogènes et avec une élévation des prostaglandines. Et effectivement, allô? Oui, oui. Je suis en pleine réunion d'abord. Oui, excusez-moi. Je m'excuse pour ce contretemps. Et voilà, donc paracétamol efficace en cas de fièvre ou d'inflammation, mais inefficace en cas de coup de chaleur. Et on était sur le deuxième cas clinique, donc avoclavier.
Lina, qui est âgée de 14 mois, elle a 10 kilos, elle est en vacances en camping avec une diarrhée qui présente une diarrhée liquidienne depuis 48 heures, des vomissements des vomissements depuis le matin. Et les parents consultent car la diarrhée ou les selles sont toutes molles. Elle a les yeux cernés, les fontanelles légèrement déprimées et un pli cutané qui est persistant. Si vous dites qu'elle a 10 kilos, elle avait 10 kilos et qu'elle a perdu 800 grammes, qu'est-ce que ça fait 800 grammes? C'est plutôt 8%. C'est 800 grammes, c'est-à-dire 0,8 sur 10, qui va donner un peu les 8%. En fait, on va mesurer le poids initial par rapport Professeur, s'il vous au poids actuel. professeur, s'il vous Vous plaît. m'écoutez bien? آه، Uh-huh. الناس اللي خرجوا مازال ما دخلوش حيت كيسحابوا نصيفطوا لهم ان اوتر ليان، يعني نقولوا لهم يدخلوا. Ok, donc je vais garder je vais garder en pause un petit moment. Ok. Les aléas du direct, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est toujours un plaisir d'être là et j'espère que vous profitez et que vous vous amusez autant que je m'amuse moi et que je m'expérimente et voilà. On attend quelques secondes et on reprend. Le code PIN, c'est celui-là, Omar, c'est 53 47 82 s'ils veulent reprendre ou reprendre avec le même compte. Très bien. Donc, on attend un petit peu et je dis. Moi, j'attendrai que tu me dises qu'on peut reprendre. Ou Zineb, s'il vous plaît, puisque vous êtes plus en lien avec les groupes. Professeur, on attend 1 minute, les autres, ils sont entre... Ok. Professeur, je pense que c'est bon. On peut continuer. Donc, Ouais. je disais, si on veut calculer le pourcentage de perte de poids, c'est le poids initial moins le poids actuel, et c'est divisé sur le poids initial. Et ça nous donne un petit peu ça nous donne un petit peu le pourcentage de perte de poids. Voilà. Et donc, pour Professeur, elle, oui, professeur, il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on peut reprendre du dernier cas. Je pense ici, urgence 2 qu'on s'est arrêté sur la diapo de Lina. de la physiologie, de la physiopathe, les Ouais. pyrogènes externes. Est-ce qu'on a trop... oui, En fait, docteur Zineb va faire un petit récap à la fin et je pense que tu vas détailler ça, Zineb. Bien. Oui, oui. Donc voilà. d'accord. Alors, j'en ai parlé un petit peu juste pour garder du caout et du raisonnement clinique et du raisonnement thérapeutique. Mais vous aurez à la fin un petit récap un grand récap fait par Zineb. Donc le deuxième cas clinique, c'est plutôt Lina, qui a 14 mois, qui a 10 kilos, qui avait 10 kilos. Elle est en vacances en camping avec ses parents et présente des diarrhées liquidiennes depuis 48 heures avec
avec des vomissements depuis le matin. Les parents consultent car qu'elle a une diarrhée toute molle. Elle a les yeux cernés, fontanelle légèrement déprimée, un pli cutané persistant. Et donc, la première question, c'était de calculer le pourcentage de perte de poids, et sachant qu'elle a perdu 800 grammes, et donc elle a 10 kilos, et il faut aligner les grammes avec les kilogrammes, et quand on fait le calcul, on tombe sur 8%. Donc nos body, 4300, c'est très bien. Et puis voilà, la deuxième question. En général, quel signe clinique témoigne d'une déshydratation déjà significative? Les joues rouges, la fontanelle déprimée et cutanée, les pleurs avec larmes abondantes, transpiration abondante. Très très bien, c'est la fontanelle déprimée. Pour elle qui a 14 mois, il faut se dire qu'elle n'a plus de fontanelle ouverte. Mais chez les nourrissons, surtout inférieurs à 1 an, la fontanelle est très importante. Et là, je me permets de vous rappeler un réflexe que si vous avez par exemple un patient comme Lina, avec une fièvre qui est depuis 2, 3 jours et qui est déshydratée, et vous trouvez la fontanelle antérieure qui est normotendue, c'est une méningite jusqu'à preuve du contraire. Comme elle est déshydratée, normalement, elle devrait avoir une fontanelle qui est déprimée. Sauf que quand c'est normotendu, c'est l'équivalent d'une fontanelle antérieure qui est augmentée ou qui est hypertendue. Très bien. Et le body toujours. 5183, je suis. Et Summer Vibes. Ah, j'aime bien le mot de Summer Vibes. Très bien. Alors, si je vous dis que les parents ont donné de l'eau pure et du soda dégazé, est-ce qu'il y a un risque pour le patient et lequel? Très très bien, c'est l'hyponatrémie. Éventuellement, si on donne juste de l'eau plate, il y a un risque d'hyponatrémie. Et toutes les boissons sucrées, que ce soit du soda ou du jus, sont interdits parce que ça va entraîner une diurèse hyperosmolaire et donc aggraver la déshydratation par la suite. Le seul moyen pour réhydrater, vous pouvez me dire, ça serait lequel? Comment on peut réhydrater? On a des réponses, docteur Zineb? Oui, on a les maternelles, Hein. solution de réhydratation orale, eau salée, Mhm. salée, et on a, c'est tout. C'est tout. En fait, l'eau salée est Et plus ou on moins... a les sels de réhydratation orale, les sels de réhydratation orale, le sérum salé, Ouais. en intraveineux, Et surtout pas le... Oui, mais ça, coca c'est... avec du sel, Le quoi? coca avec du sel. Ah, non, il faut éviter au maximum. Éviter les boissons gazeuses, éviter les jus. L'idéal, c'est l'essai de réhydratation orale. Et pendant l'été, il faut vraiment conseiller aux parents de commencer, de faire d'avoir dans leur trousse de secours au moins un paracétamol, un antiémétique et des sels de réhydratation orale. Bien sûr, pas d'antidiarrhéique, ça n'existe pas chez les enfants, c'est contre-indiqué. D'accord? Donc, c'est surtout les sels de réhydratation, les sels de réhydratation orale. Pour le lait maternel, effectivement, inférieur à 6 mois, il est suffisant, mais si le bébé tète bien et si la température n'est pas très, très, très élevée. Et c'est-à-dire que les parents doivent quand même garder une certaine fraîcheur dans la maison, dans la salle dans la chambre où ils sont. Sinon, on pourrait ajouter un peu d'eau. Mais le lait maternel, il est important pour l'hydratation en elle-même, mais surtout la nutrition et la malnutrition. D'ailleurs, quand on a une diarrhée, il faut absolument continuer l'allaitement maternel si il est. Très bien. Passe à la question. Nobody toujours. Mhm.
Quel est le meilleur critère de suivi de la déshydratation du nourrisson? Très très bien, c'est le poids. D'ailleurs, quand on va commencer un schéma de réhydratation, que ce soit un stade B ou un stade C, la prise de poids, elle est régulière, minimum chaque 4 heures ou à chaque fois qu'on veut changer de schéma de réhydratation. Aussi, la durée est importante, mais pas tout le temps, on a une insuffisance rénale. Donc, le poids reste toujours le meilleur témoin. Et par la suite, le plus cutané et les yeux, est-ce qu'il y a des larmes, est-ce qu'il y a toujours l'enfoncement? Et bien sûr, si on a une fontanelle antérieure qui est toujours ouverte, c'est un très très bon témoin aussi. Mhm. Nobody à 6025, Aya, ah, Nobody tout, c'est bien, Zineb et Belle. Donc ça, c'est juste pour rappeler les différents stades de déshydratation. Je veux juste que vous gardiez à l'esprit que la déshydratation tableau A, c'est en fait les situations à risque. On est en plein été. La chaleur excessive, c'est-à-dire si la chambre n'est pas bien aérée, si elle n'est pas fraîche, il y a un risque de déshydratation. Mais surtout, par exemple, s'il y a des vomissements, s'il y a des diarrhées, mais il n'y a rien. En période hivernale, c'est plutôt la bronchiolite. Quand on va respirer plus rapidement, on perd de l'eau. Mais en été, comme j'ai dit, c'est surtout les situations à risque. Et donc, on n'a pas de pli cutané où il s'efface rapidement. Et donc, on va juste augmenter un peu les apports de base chez le jeune nourrisson et le jeune enfant. Pour le tableau B, quand il y a une soif, plus ou moins, les yeux enfoncés, et c'est surtout le pli. Et donc, c'est une déshydratation modérée. Et puis le C, c'est à chaque fois que vous allez trouver une insuffisance circulatoire associée, que le pli cutané est persistant. Et donc là, on ne joue plus, on ne va pas tester des choses parce que autant au stade A, c'est voie orale, stade B, on commence par la voie orale et on va voir l'évolution. Et puis, si jamais il y a des vomissements incoercibles, on peut passer à la voie veineuse. En cas de C, c'est la voie veineuse et c'est le traitement intraveineux. Et Dr Zine va vous en parler un peu plus dans sa présentation. Je passe rapidement par rapport aux données. Vous aurez plus de détails avec Dr Zineb. Et je passe à l'urgence 3. Vous l'avez compris, c'est Yassine, il est âgé de 3 ans. Et il s'est noyé en piscine. Il a été réanimé et maintenant il va bien. Alors, est-ce qu'il peut rentrer chez lui de la piscine? Très très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on doit le garder sous surveillance? Ou bien je laisse la réponse après la prochaine question. Nobody toujours. Alors, pourquoi on va garder en hospitalier? Que recommande dans les heures suivant une noyade répétée? Magnifique. Presque la totalité, c'est l'œdème pulmonaire lésionnel qui tarde à survenir. Et donc, que vous soyez en mer, que vous soyez en piscine, au bord de la piscine, si vous assistez à une noyade, éventuellement, il faut demander l'aide au secours et conseiller les parents ou carrément suggérer fortement que le patient soit quand même emmené aux urgences, idéalement via ambulance, pour être surveillé en moins 24. Très bien. Nobody, Aya, Zineb, je suis Ebel. Quelle est la particularité de la réanimation de l'enfant noyé? Enfin, c'est conforme.
par les cinq insufflations. Voilà, il y a des personnes qui vont penser qu'il faut commencer par la compression parce qu'on se dirait qu'on va en plus une réanimation qui est cardiaque, on va éliminer ou extraire l'excès d'eau qui se trouve dans le poumon. Non, il faut mettre le réanima et oxygéner le poumon avant de commencer les compressions. Donc, la bonne réponse, toujours Nobody, belle, une belle montée de S, Aya, et puis Yassine, for mode. Qu'est-ce qu'une surveillance active au bord de l'eau? Un adulte qui est dédié pour ça sans téléphone. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, mais si jamais il n'y en a pas, parce que vous voyez, il y a maintenant des résidences avec des piscines et parfois on peut laisser les enfants tout seuls jouer. Non, le syndic, les parents doivent s'organiser pour qu'il y ait un adulte là pour veiller à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre les règles et puis en même temps surveiller les enfants. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans une résidence, à interpeller les parents ou les adultes pour pouvoir faire ça. Et quand vous êtes là, on n'y peut rien, on est des médecins, on a ça dans les gènes. Ben, on a cette attitude à être bienveillant et à aller aider les gens et voir ce qui ne va pas. Et ceux qui ont fait déjà chambre-erreur, la chambre à erreur savent que on est, autant que médecin, très vigilant par rapport à ce qui se passe mal, plus que ce qui se passe bien. Très bien. Nobody, toujours. S qui a remonté, Nobody 2 qui est revenu, et Aya, et puis R. Alors, la prise en charge préhospitalière, c'est plutôt l'alerte. Et puis, appeler le SAMU toujours. Commencer une réanimation s'il le faut. Classer la noyade et réchauffer le patient à un moment donné quand on le récupère. Et bien sûr, assurer la continuité du soin. Vous aurez plus de détails avec Dr Zineb. Et en hospitalier, on va commencer la vraie réanimation avec, si on en a besoin, bien sûr, avec une ventilation mécanique, restriction hydrique et drogue vasoactive au besoin et surtout éviter les axos. Alors, qui connaît, est-ce que vous saviez qu'en période estivale, il y a des infections par rapport aux tiques et des piqûres de tiques? Est-ce que vous saviez qu'il faut être vigilant par ça? Et est-ce que vous savez quelles seraient les zones les plus touchées? Est-ce que vous avez une idée? Au Maroc, je parle, bien sûr. Et en attendant vos réponses, alors l'urgence 4, c'est Samia qui est âgée de 7 ans et qui a une macule annulaire de 6 cm, centre clair, 10 jours après une piqûre de tique. On les voit surtout chez les chiens. Ceux qui ont des chiens, qui élèvent des chiens, ou des chiens comme animal de compagnie, savent qu'ils peuvent galérer à partir du printemps. Est-ce qu'on a des réponses, docteur Zine? Oui, professeur. Fièvre boutonneuse méditerranéenne Très bien. pour les zones, les jambes, les zones découvertes, Ah, les ah. pieds, pour la pathologie, les rickettsioses, et Mhm. pour les zones, c'est les zones exposées. Très, très bien. Et il faut être plus vigilant, par exemple, dans le nord du pays, dans les montagnes. À Chefchaouen, où j'ai travaillé pendant quelques années. Quand j'étais à Rabat, j'en avais pas vu quand j'étais étudiante. Mais quand j'étais en tant que pédiatre à Chefchaouen, j'en ai vu pas mal. Et donc, il faut traiter le plus rapidement possible pour éviter les complications éventuelles. Donc, on passe au quiz. Bien sûr, on a donné une hint. C'était joli. Très bien. Très bien.
Donc, si on trouve la tique, il faut l'enlever le plus rapidement possible, mais aussi il faut une certaine surveillance et même commencer une antibiothérapie, même si on n'a rien. Et donc, je passe directement à la prochaine question qui serait, faut-il demander une sorologie de Lyme devant un érythème migrant? Est-ce qu'il faut s'assurer avant de traiter? C'est ça la question. Non, le diagnostic est clinique, très très bien. Et il ne faut pas tarder la prise en charge par rapport. C'est comme les infections à mycoplasme. Il y a certaines pathologies qui sont flagrantes cliniquement. On n'a pas besoin de bilan pour s'assurer. On peut le faire. Alors là, c'est écrit Jolie Shaima et de retour, un combo de 3 bonnes réponses. Bravo Shaima. Et on passe à la prochaine question. Quel traitement de première intention chez le jeune enfant? Ah, la question est un petit peu difficile. Je dirais le premier traitement, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. C'est l'amoxicilline pendant 14 jours. Les réponses, vous avez choisi les corticoïdes, il n'y a pas d'indication. L'azithromycine, c'est quand il y a une allergie à l'amoxicilline éventuellement. L'abstention et surveillance, non, il faut traiter parce que les complications sont euh, très sévères et donc il faut commencer le traitement pour éviter la défaillance multiviscérale. Et puis, la cétriaxone, c'est possible aussi. La doxycycline, elle est possible, mais pas chez le jeune enfant parce que c'est contre-indiqué. Et donc, on peut la donner à partir de l'âge de 8 ans. Et gardez à l'esprit pourquoi partir sur des molécules qui ne sont pas, disons, safe, alors qu'on a une amoxicilline à côté, à 50 mg par kilo par jour. Très bien. On va voir. C'est Shaima qui remonte. Et Nobody toujours en tête de la pelote. Nobody too. Et voilà. Alors, urgence 5. Là, c'est important pour moi de vous signaler à travers ce cas clinique ou plutôt des questions à travers de ne pas oublier les patients qui ont des pathologies chroniques. En tant que allergologue, moi je suis des asthmatiques, mais en général ils se stabilisent le plus pendant l'été. Mais n'empêche qu'il faut qu'ils gardent leur trousse de secours, qu'ils n'arrêtent pas la corticothérapie sans que le médecin traitant leur demande de faire. Mais je reviens vers Rania qui a 10 ans, qui a un diabète de type 1 et qui va passer 3 semaines dans la plage et qui fait beaucoup de sport. Et donc, ma première question serait, qu'est-ce qu'on peut dire de ses besoins en insuline pour cette période? Très bien, elle diminue avec un risque d'hypoglycémie. Comme elle est active et qu'elle fait beaucoup de sport, elle va brûler plus de sucre et donc il y a fort risque d'hypoglycémie et donc elle n'aura pas besoin des mêmes chiffres. L'idéal, c'est de donner des indications et rééduquer par rapport à détecter les hypoglycémies et bien sûr éviter les hypoglycémies qui sont nocturnes. Nobody, S et Nobody, Shaima et Zineb FR. Très bien. Donc, comment conserver l'insuline pendant la journée à la plage? Magnifique. Une pochette isotherme, mais jamais on laisse au soleil, c'est-à-dire elle reste à l'ombre et il faut avoir un insuline à côté. Et autre chose qu'on va découvrir tout de suite, bien sûr. Nobody 2 après Nobody 1.
Et donc, que doit contenir impérativement la trousse d'été de Rania? Ce sont deux choses qu'elle doit garder. Très bien, le glucagon. Comme on a dit, il y a un grand risque d'hypoglycémie. Si on peut avoir le glucagon, c'est tant mieux. Mais si on n'a pas, au moins avoir soit du sucre, soit des bonbons. Et c'est les rares situations où on va dire, elle peut prendre des sodas, c'est en cas d'hypoglycémie. Soda ou un jus, ça peut aider à augmenter la glycémie rapidement. Et n'oubliez jamais de mettre un sucre lent par la suite. Parce que si on donne juste du sucre, on va avoir un pic insulinique, c'est-à-dire on va avoir le resucrage, mais on va avoir une chute rapide et un cercle vicieux de hypoglycémie, hyperglycémie. D'accord? Donc, sucre rapide, sucre lent, pas que le sucre rapide. Très, très bien. Donc, nobody, S, Shaima et bienvenue à OKX. Alors, l'urgence 6, c'est pour, on verra par la suite. C'est nous qui a 6 semaines, qui a une température à 38,9 degrés Celsius. Elle vient vous voir en nous, ça c'est en anticipation. Voilà. Elle est hypotone, elle a des marbrures et un temps de coloration cutanée à 3 secondes. Votre attitude. Ok. Prenez du paracétamol, elle revient dans 48 heures, va hydrater et il aura de l'eau. Un bilan en 2 minutes. Très, très bien. Je suis tellement heureuse que vous ayez choisi cette réponse. Parce que inférieur à 3 mois, un nourrisson qui est âgé de moins de 3 mois, il est à risque de bactériémie, de sepsis, de septicémie. Et donc, on ne peut pas l'envoyer chez lui. On ne peut pas dire que c'est juste la chaleur extérieure qui est en cause. Et si c'était le patient qui était dans la voiture, je n'aurais pas été seulement sur le coup de chaleur. Non. Je vais faire ce qu'il y a à faire, mais en même temps, je dois faire tout un bilan pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection qui est juste sous-jacente. Magnifique. Et donc, vous pensez plutôt qu'elle aurait quoi comme pathologie? Là, c'est pas une question que j'ai mise sur le caout. Professeur, méningite, Alors, méningite, oui. méningite, Ah, je suis tellement contente. choc septique. Alors, tellement on a commencé l'épisode avec quelque chose qui m'a un petit peu attristée, autant je suis là très heureuse et je vous remercie pour avoir switché un peu mon mood et pour avoir des réflexes magnifiques comme ça et de penser la méningite, c'est la hantise. Et donc, si cette patiente était déshydratée et je vois la fontanelle antérieure qui était normotendue, pour ceux qui ont écouté, est-ce que je vais encore plus dans mon diagnostic de méningite ou pas? Professeur, les réponses, c'est oui. Oui, 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 oui. Donc, ça, c'est le réflexe que vous voulez aussi que vous gardiez à l'esprit. Et donc, Nour vient en août. Et demain, c'est août. Et donc, si demain, vous recevez un patient comme Nour, vous savez ce qu'il faut faire et qu'il faut traiter par... Comment on va traiter? On a des réponses? 3G injectable, C3G 100 mg, Très bien. Mais amoxicilline elle a six protégée, semaines. amoxicilline protégée, C3G 100 Euh, mg, PL puis C3G, ah, ah. Mais elle a moins de 3 mois. Il faut ajouter autre chose. C3G plus Jantin avec Très amiodarone. bête. Il faut la ceftriaxone
Éventuellement, soit ceftriaxone, soit céfotaxime, et les deux sont des céphalosporines de troisième génération. Et comme le risque de sepsis est important, ce n'est pas juste une méningite tout seul, il y a un risque de dissémination. On va ajouter en plus la gentamicine. Donc, ayez ce réflexe aussi. Donc, voilà, la fontanelle est inférieure à 3 mois. Le traitement des infections, quel que soit, c'est bi-antibiothérapie, en général, large spectre, c'est-à-dire ceftriaxone ou céfotaxime avec une gentamicine. D'accord? Il est considéré comme un nouveau-né, même si c'est un nourrisson, pour la fragilité qu'il a sur le plan immunitaire. Très bien. Nobody, nobody too. Et S, Shaima et OX. Très bien. Quel bilan devant une fièvre du nourrisson de moins de 3 mois? Il y a plusieurs réponses possibles. Ah, non, une seconde. Bravo. Donc, le minimum strict pour les patients de moins de 3 mois, c'est une NFS, une CRP, éventuellement procalcitonine si la fièvre est vraiment dans les 24 heures, maximum 48 heures, hémoculture, un ECBU, plus ou moins PL, selon l'examen clinique. Mais si au moindre doute, il faut faire une PL. Pour nous, par exemple, la PL est systématique, il ne faut pas discuter. Bien sûr, après avoir éliminé les contre-indications de la PL. On reste sur le même tableau des 5 premiers. Parmi ces signes, lequel n'est pas un signe de gravité chez le nourrisson? Bravo. En fait, les pleurs qui sont consolables, si le patient est inconsolable, là, il faut s'alarmer. Mais quand on arrive à le consoler, soit nous, parce que c'est difficile par moment que le praticien console le patient, mais s'il est consolable par les parents, c'est un très bon signe. Summer vibes de retour. Là, c'est juste pour vous rappeler quelque chose de très important. Eden, qui est 14 ans, est admis pour une plaie de la plante du pied par un clou qui est rouillé. Alors, la question, c'est quelle plaie impose de vérifier la vaccination anti-tétanique? Oh, bah oui, toute plaie souillée ou profonde doit faire chercher le vaccin. Si on prend le... Alors, ma question serait, combien de temps un enfant serait-il protégé? C'est à partir de quel âge on devrait s'inquiéter? Ou disons, quand est-ce qu'il y a le dernier appel chez l'enfant? En Avant fait, qu'il ils devienne... ont répondu. Ah, Ils ok. ont répondu. Pour les premières réponses, c'était 5 ans, 5 ans. Après, 10 ans, 6 ans, 10 ans, 10 ans. 5 ans. 5 ans. À vrai dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, on est sûr, enfin. Pour le moment, on a un très bon programme d'immunisation au Maroc et donc la plupart, on a à peu près des 80 à 90% de couverture. Et donc jusqu'à l'âge de 5 ans, on est sûr qu'il est protégé. À partir de 5 ans, il doit avoir son rappel et il est protégé pendant 10 autres années. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans, l'enfant est protégé. S'il a reçu son rappel, s'il n'a pas reçu son rappel, il n'est pas protégé, on doit tout reprendre par la suite. Après, c'est chaque 10 ans qu'il faut faire le vaccin antitétanique pour être couvert. Donc, réflexe, toujours devant une plaie. On n'a pas besoin d'administrer de sérum antitétanique ou de vaccin antitétanique avant de s'assurer que l'enfant est vacciné. Maintenant, s'il y a un doute, vaut mieux donner le SAT et le VAT que de le laisser traîner.
Mais si on peut avoir un calendrier vaccinal sans cahier, ça serait bien. Et ça, c'est un réflexe parce que vous allez être dans des centres de santé. Il faut toujours remplir ce carnet santé. Il sert à quelque chose. Notamment, par exemple, quand on a vu le poids de la patiente qui était déshydratée. Si vous n'annotez pas le poids, on ne peut pas faire un suivi. Si vous n'annotez pas les vaccins qu'il a reçus, on ne peut pas faire un suivi. Donc, le carnet de santé, c'est quelque chose de très important pour un enfant, et même pour un adulte. Très bien, Summer Vibes toujours là, Nobody, OKX et Shaima. La huitième, ça c'est inspiré d'une vraie histoire, mais je l'ai faite court. Si vous voulez que je partage avec vous le cas clinique que j'avais présenté au congrès de FES, je le ferai avec grand plaisir. Mais c'est l'histoire de Roma qui est âgé de 3 ans, qui habite dans une zone rurale, qui est somnolent suite à une chute de 1 mètre sans de perte de connaissance initiale. Il vient en sueur avec une hypertension artérielle, extrémité froide et un priapisme. Quel est le diagnostic le plus probable? Envenimation scorpionique, traumatisme crânien. C'est en fait les trois, en fait. Même intoxication, c'est possible. Mais comme il vient d'une zone rurale et que le traumatisme crânien, c'est vraiment à la chute de 1 mètre. S'il n'a pas d'antécédents particuliers, genre hémophilie, trouble de la crasse sanguine, une malformation, c'est peu probable qu'il y ait un saignement intracrânien. Et ce qui était probable chez ce patient, c'est qu'il a eu la piqûre et après, il est tombé de l'espace où il était. Et donc, c'est un patient qui nous avait posé problème au départ parce qu'on était sûr entre traumatisme crânien et envenimation scorpionique. Et en plus, parce que le priapisme peut exister dans les deux cas et même en cas d'intoxication. Et je vous invite vivement, je vais partager dans les groupes le lien de ma présentation à FES pour en savoir un petit peu plus. C'est un bon réflexe, c'est les deux les plus probables. Très bien. Vrai ou faux, il faut démarrer la dobutamine. C'est rapide. Il faut commencer la dobutamine parce qu'il y a des signes de gravité. On a l'état de choc, on a les extrémités qui sont froides, on a le priapisme lui-même. Parfois, même si vous avez les vomissements, seulement les vomissements incoercibles, il faut commencer parce qu'il y a un tropisme myocardique et l'insuffisance cardiaque est de mise. Et d'ailleurs, je vous pose la question à la suite. Il y a plusieurs réponses possibles. Quel bilan demander? Il y a plusieurs choix. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Très bien. C'est surtout pas la CRP parce qu'elle ne sert pas beaucoup elle ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, NFS, il faut chercher la thrombopénie éventuellement, une hyperleucocytose. CPK pour la rhabdomyolyse éventuellement et l'atteinte cardiaque. Et troponine aussi pour la myocardite. Les gaz du sang parce qu'en général, il y a un état de choc. Il faut avoir un baseline, c'est-à-dire avoir une idée sur l'acidose et l'évolution après le traitement et la fonction rénale éventuellement. Bien sûr, c'est pas un bilan biologique, mais il y a un examen clé qu'il faut demander chez le patient. Est-ce que quelqu'un sait lequel? Professeur, pour les réponses ECG Mhm. aussi, c'est aux deux réponses. Le ECG est quoi? Et frottis, Frottis? Oui, plus PL, ou moins. Alors, ECG, il y a mieux.
Il y a mieux que ECG. C'est possible l'ECG, mais il y a un peu plus efficace et plus sensible. Il va dans le même sens, mais c'est morphologique. Oui, professeur, il y a déjà des réponses. Ils disent le TT. Bien sûr, il faut demander systématiquement le TT au lit du malade. Si on peut faire une fast écho, ça serait bien aussi, puisqu'on peut détecter rapidement. Bravo. Donc ça, c'est pour l'examen, mais je laisse docteur Zineb vous en parler dans sa présentation. L'essentiel, c'est que quand vous avez des signes, déjà, il faut savoir que moins de 15 ans, c'est déjà classe 3. Mais on peut temporiser, c'est-à-dire il faut surveiller, quel que soit. Et on surveille jusqu'à 4 heures temps post-piqûre. Et puis, si vous avez des signes d'alarme, que ça soit vasculaire, respiratoire ou neurologique, il faut mettre en condition et commencer la dobutamine avant tout. Et je finis par la belle question qui est bonnes vacances. Et si vous voulez partager où est-ce que vous avez passé vos vacances, je suis curieuse de le savoir. Je vous laisserai écrire. Et en attendant, je vais passer la main à Dr Zineb pour sa présentation. J'ai oublié, bien sûr. Oh, Shaima, nobody too. Et bien sûr, nobody, I think. Ah, et puis on a en quatrième position, ok, très bien. Bah, bravo, je vous laisse un petit peu, Ginette. Bravo. Bravo. Ah, ça marche toujours. Docteur Zineb, à toi la parole. Merci, professeur. Bonjour tout le monde. Professeur, je partage mon écran. Alors, je En pense que plein écran, si tu veux. Pardon, professeur? Tu peux mettre en plein écran, je pense. Je pense que je vais plus D'abord. voir le... Ah, ok, ça marche. Ah, c'est ça. Vous arrivez à voir l'écran, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Je commence par la fièvre et l'hyperthermie chez l'enfant. En pédiatrie, on doit savoir qu'on ne traite pas un chiffre sur un thermomètre, mais on évalue un enfant. Donc, pour la fièvre et l'hyperthermie, ce ne sont pas des synonymes. Alors, je passe. Ce sont deux entités, deux mécanismes à ne pas confondre. Pour la fièvre, c'est une élévation régulée de la température. On parle de l'élévation du point de consigne hypothalamique. Le thalamus, il donne des informations pour augmenter sa nouvelle cible de température. Alors, au contraire, pour l'hyperthermie, c'est un problème, c'est un mécanisme qui est non régulé. Le point de consigne à ce moment-là, il est normal. Donc, on dépasse les capacités de thermolyse. Donc, ce n'est pas un problème de thermostat. Donc, le corps n'arrive pas à éliminer la chaleur. Donc, pour les causes principales devant la fièvre, c'est surtout l'origine infectieuse, inflammatoire, les vaccins, les pyrogènes. Donc, on a une libération des cytokines telles que l'interleukine 1, l'interleukine 6, TNF-alpha. Alors, pour l'hyperthermie, c'est dû à une chaleur externe, des efforts intenses, des intoxications ou des médicaments. Mais devant les deux entités, il faut toujours se demander, est-ce que c'est grave? Donc, demander la tolérance. Donc, avant, il faut faire les ABCDE, comme ça, pour stabiliser notre patient. Et il faut aussi savoir que l'âge, il est essentiel, comme professeur Widad a dit tout à l'heure, chez les nourrissons de moins de 3 ans. Une température supérieure à 38 nécessite une évaluation médicale rapide parce qu'une infection bactérienne invasive peut être présente même si les signes cliniques sont discrets. Donc,
Voilà, OK, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour même si les signes cliquent. c'est Siri. Alors, pour la fièvre, donc, il faut, si on est devant la fièvre, donc, il faut en premier découvrir l'enfant, euh, pardon, et rechercher le foyer, donc traiter la cause. Ainsi qu'on peut donner des antipyrétiques tels que le paracétamol à base de 15 mg par kilo par prise toutes les 6 heures. Mais il ne faut pas oublier de rechercher les signes de gravité, les signes qui vont nécessiter une hospitalisation, tels que l'altération de la conscience, les signes de mauvaise perfusion, la déshydratation importante, tableau B avec des vomissements ou tableau C, les convulsions, rechercher un purpura et un syndrome méningé. Donc, sinon, pour l'hyperthermie, comme on a dit, c'est une élévation non régulée de la température. Donc, le point de consigne ici, il est normal. Donc, on doit sortir le patient, l'enfant, de la chaleur, le déshabiller et le refroidir immédiatement. Donc, et aussi prendre une voie veineuse et remplir si on a des signes de choc hypovolémique. Alors, tout à l'heure, on avait des questions au niveau du chat. J'ai bien noté qu'il y avait quelqu'un qui a demandé pourquoi l'hyperthermie donnait la rhabdomyolyse et l'insuffisance rénale. Donc, dans l'hyperthermie, il faut toujours rechercher le retentissement parce que tout le corps, toutes les cellules souffrent de cette hyperthermie. Donc, comme si les muscles, ils fondent devant cette chaleur-là. Donc, on aura une dénaturation des protéines et des cellules et de l'ATP à ce niveau-là. Donc, notre cellule, elle va relarguer du potassium, de la myoglobine, des CPK. Pourquoi l'insuffisance rénale? Par deux mécanismes. Soit par la myoglobinurie, soit par la déshydratation. Et à ce moment-là, on aura une insuffisance rénale qui est plus fonctionnelle. Donc, on doit faire un bilan biologique selon la gravité devant l'hyperthermie. Vu que le problème, c'est pas au niveau de l'hypothalamus, donc le paracétamol n'est pas le traitement du coup de chaleur. Les antipyrétiques, à ce moment-là, ils sont inefficaces. Donc, voilà un algorithme qui résume ce qu'on a dit. Devant une fièvre, il faut savoir chercher la cause infectieuse et savoir connaître la tolérance. Est-ce que c'est une fièvre qui est tolérée? Et rechercher les signes de gravité. Sinon, pour l'hyperthermie, si on est devant un coup de chaleur, il faut refroidir immédiatement et stabiliser le patient. D'accord? On passe à la déshydratation. Alors, pour la déshydratation, c'est une urgence qui est très fréquente. Et pourquoi c'est grave et c'est très intéressant en termes d'urgence pédiatrique? Parce que l'enfant, il a très peu de réserves hydriques. Donc, il peut évoluer rapidement vers un choc hypovolémique, une insuffisance rénale, des troubles hydroélectrolytiques et malheureusement, il peut aussi évoluer vers un décès. À ce moment-là, donc, devant une déshydratation, il faut savoir connaître la déshydratation et savoir euh, suivre l'algorithme des ABCDE pour stabiliser un patient et ne pas passer à côté d'un état de choc hypovolémique débutant et savoir stadifier. Donc, pour la stadification, comme notre professeur a déjà expliqué, on a trois stades, stade A, stade B et stade C. Pour le stade A, c'est léger, il nécessite que euh, une administration des solutions de réhydratation orale. Sinon, pour le stade B, c'est en fonction. Soit il va nécessiter une hospitalisation, soit on peut aussi donner les solutions et redresser le patient à domicile. Si on a des vomissements où on n'arrive pas à traiter par voie orale, donc le patient, il doit être hospitalisé. Sinon, pour la déshydratation sévère, c'est un patient avec un état général qui est léthargique, avec un pli
qui est persistant, alors que pour le premier stade, le pli, il s'efface, mais rapidement. Le deuxième, c'est lentement. Et le stade C, c'est un pli qui est persistant. Donc, c'est une perte qui est très importante, généralement supérieure à 10%. Donc, la prise en charge, elle est en milieu hospitalier avec une réhydratation intraveineuse. Il faut faire un schéma de réhydratation, mais il faut toujours faire attention, euh, euh, faire attention à la réévaluation. Parce que si on fait le schéma, on doit réévaluer chaque 4 heures. Après, on passe, si on a une bonne réponse, on peut passer au schéma de 6 heures, puis au schéma de 8 heures. Ce n'est pas systématiquement un schéma de 4 heures, 6 heures, 8 heures, mais il nécessite une réévaluation chaque 4 heures. Si on a une bonne réponse, à ce moment-là, on peut passer. Donc, il faut toujours calculer le déficit hydrique pour pouvoir compenser la perte. Comment calculer le déficit hydrique? C'est le poids fois le pourcentage de déshydratation fois 10. Et après stabilisation du patient, à ce moment, on cherche les causes de déshydratation. Est-ce que c'est une cause digestive ou on a des diarrhées, des vomissements? Est-ce que c'est une cause infectieuse avec une fièvre très élevée? Est-ce que c'est une cause métabolique? Et je veux bien mettre le point sur une déshydratation chez un nourrisson. Il faut bien penser à l'insuffisance surrénalienne due à l'hyperplasie congénitale des surrénales. Donc, c'est un signe très précoce. Et aussi, il faut, dans la surveillance, on surveille par le poids et pour la diurèse. Donc, la diurèse, il nous donne deux idées, soit sur le retentissement, sinon aussi sur l'étiologie. Devant une déshydratation, normalement, on a une diurèse qui doit être, bien sûr, diminuée. Mais si on a une diurèse qui est conservée, ça veut dire à ce moment-là, l'origine, elle est rénale. Donc, le patient, le nourrisson ou l'enfant, avant, il était polyurique avant d'être déshydraté. Donc, c'est un problème au niveau des tubules. D'accord. Donc, pour les sels de réhydratation orale, on peut les prescrire dans le stade A et le stade B avec une bonne tolérance, mais en fonction de l'âge. C'est déjà écrit, on va vous transmettre toutes les posologies en fonction de l'âge. Par exemple, inférieur à 2 mois, on donne de 30 à 50 millilitres et on doit surveiller tout au long de la journée. Docteur Zineb, si vous pouvez leur expliquer comment, ou si je peux me permettre Oui. d'ajouter, les sels de réhydratation orale, c'est un sachet dans 1,5 litre d'eau et c'est sur 24 heures. C'est-à-dire, si je le remplis à 8 heures du matin, je le jette à 8 heures du matin le lendemain. Et que c'est important de ne pas donner les sels de réhydratation orale dans un biberon. Il faut donner par cuillère ou dans un verre pour que l'enfant garde l'appétit, pour qu'il puisse accepter le biberon par la suite. Voilà, merci, docteur Zineb. Donc, on va passer au troisième cas. Pardon. C'est c'est la noyade. Alors, on a pour la noyade, c'est le mécanisme principal qu'on doit savoir, c'est l'hypoxie. L'arrêt, il est dû à l'hypoxie. Toutes les complications qu'on aura, ils sont dues à l'hypoxie. Donc, il faut en premier, toujours, devant tout patient, il faut bien sûr suivre les ABCDE et stabiliser le patient et stadifier devant une noyade, il faut la stadifier parce on a quatre, et la prise en charge, il dépend des stades. Le premier stade, c'est un stade où on a un enfant qui est toujours conscient avec un examen qui est normal. Ça s'appelle l'aquastress. À ce moment-là, il faut juste le surveiller. Et la radiothorax, on peut la faire après 6 heures ou de 12 heures en fonction de la surveillance. Sinon, pour le deuxième stade, c'est le petit hypoxique. Il a une toux, une polypnée d'Héral, mais avec une conscience qui est normale. Le troisième, c'est le grand hypoxique. C'est avec une altération de la conscience et une détresse respiratoire. Sinon, pour le quatrième stade, c'est l'anoxie, c'est l'arrêt
et l'état de mort apparente. Il faut bien savoir que le mécanisme ici, c'est l'inhalation de l'eau qui va entraîner un lavage et une consommation du surfactant. Par la suite, on aura une atélectasie, aussi un œdème pulmonaire et par la suite un syndrome de détresse respiratoire aiguë secondaire. Donc, il faut bien oxygéner le patient avec un masque à haute concentration de 10 à 15 litres avec comme objectif une saturation à 94%. Docteur Sim, si tu peux passer voilà, la diapo après. C'est bon. Donc, euh, sinon, il faut bien guetter les complications. On doit rechercher comme complication à surveiller sur le plan pulmonaire, c'est l'œdème pulmonaire, le syndrome de détresse respiratoire aiguë et les pneumonies secondaires. Sur le plan neurologique, vu qu'on a un syndrome hypoxique, donc on aura un œdème cérébral post-anoxique. Donc, il peut avoir aussi des convulsions, des séquelles neurologiques. Sur le plan cardiovasculaire, un choc cardiogénique ou des troubles de rythme. Et sur le plan métabolique, une acidose, des troubles hydroélectrolytiques. Donc voilà, et il faut aussi une autre complication qui est très importante et qui cause le décès chez un patient noyé, c'est l'hypothermie. Il faut toujours faire attention à l'hypothermie et donner une couverture de survie une fois le patient est admis aux urgences. Je pense que on avait une question tout à l'heure. Oui, aussi pour pour la noyade, il faut toujours penser au traumatisme. Donc, c'est un polytrauma jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut immobiliser le patient avant de commencer notre examen. On passe au pic. C'est le dernier, je pense, c'est piqûre de scorpion. On passe aux piqûres de scorpion. Donc, pour les piqûres de scorpion, il faut savoir l'heure, savoir le site et stadifier en fonction du grade. Parce que la prise en charge, il va dépendre du stade. Donc, pour le premier stade, c'est plus localisé, c'est une douleur avec des paresthésies locales, pas de signes systémiques, un enfant qui est calme, avec bon état général et avec des signes vitaux qui sont normaux. Donc, c'est bon, on peut le surveiller. Alors, pour le deuxième grade, c'est modéré. Donc, on aura des signes locaux qui sont plus prononcés que le premier stade, avec des vomissements, une fièvre, des sueurs, agitation, priapisme. Alors, tout à l'heure, quand la prof a parlé de priapisme, je pense qu'on avait une question, qu'est-ce que la physiopathologie du priapisme? Alors, pour le venin du scorpion, il va altérer les canaux sodiques. Et une fois on aura une altération des canaux sodiques, donc on va avoir une altération de la diffusion. Donc le drainage veineux, il devient insuffisant par atteinte des fibres nerveuses. À ce moment-là, on aura le priapisme. Sinon, pour le grade 3, c'est le grade qui est sévère et qui nécessite une réanimation où on trouve un syndrome muscarinique, des troubles de convulsion, une détresse respiratoire, un état de choc cardiogénique, des troubles de rythme, voire une hyperthermie, comme on a parlé tout à l'heure, l'hyperthermie due aux intoxications. Ici, elle est due au venin scorpionique. Donc, pour la prise en charge stade 3, c'est une réanimation immédiate avec deux voies veineuses de gros calibre, une oxygénothérapie et il faut commencer les drogues à base d'obutamine. Bien sûr qu'on ne doit pas oublier le sérum anti-venimeux. Merci professeur. Merci, docteur Zineb, bravo. Professeur, On va remettre tout ça dans l'ordre. Soit on va présenter autant que présentation, ou on va choisir chaque thème et avoir une page et on va les partager autant que qu'image. Comme ça, vous gardez des conduites à tenir par rapport à chaque item. Euh,
Les vacances sont proches. J'étais très contente d'être là. Avant de quitter, est-ce que j'aimerais bien que vous laissiez un réflexe, ou deux, ou trois, que quelqu'un écrivait juste un réflexe que vous allez garder à l'esprit pendant cet été. Quelque chose que vous ne saviez pas et que vous savez maintenant. Et avant de partir. Moi, de ma part, réflexe pour la prochaine fois, j'interdis les annotations, j'interdis les audios et je laisse tout le monde apprendre à l'aise. Donc, voilà, ça sera pour la session de septembre parce que c'est là où on va se voir. Août, c'est notre congé à tous, profitez bien. Et à la prochaine, Inch'Allah. Gardez ces réflexes. Fontanelle, très bien. Fontanelle, oh là là, c'est bien. Chez moi, c'est l'amoxicilline pour l'érité migrant et c'est pas la doxycycline. Voilà, parce que c'est contre-indiqué chez l'enfant. Très bien. Vous pouvez utiliser le micro si vous voulez, si vous avez un réflexe, s'il vous plaît. Très bien, 5 insufflations avant de commencer les compressions dans la noyade. En général, les causes chez l'enfant d'arrêt cardio-respiratoire sont plutôt respiratoires, encore plus dans la noyade. Très bien. Moyen de surveiller le patient après réanimation. Bravo. Et aussi l'hypothermie, elle protège au départ, mais par la suite, elle va entraîner une acidose qui va aggraver l'atteinte neurologique éventuellement. En général, c'est de mauvais pronostics quand on est dans un stade 3 ou 4, avec un taux de survie qui est vraiment très, très minime. Donc, si j'ai à quelque chose à demander, c'est plutôt qu'il y ait un adulte dans les piscines, qu'il y ait des adultes à côté de la plage pour surveiller les enfants. On ne peut pas les laisser tout seuls. C'est pas évident, c'est pas facile, mais si on se donne le relais, c'est possible de le faire. Notre rôle en tant que médecin, ce n'est pas seulement de traiter, c'est aussi de prévenir et d'éduquer les gens autour de nous ou quelque part. Bien sûr, on va faire comme si on prêchait, avec gentillesse, délicatesse, civisme, en se présentant et en disant sa qualité de personne avant de parler, parce que sinon, on n'a pas de droit de... أسبوعيا رحت لتجهيز من أذهب في تايتي 7 دقائق Ça m'a منزل. On finit en beauté les annotations et puis les audios. Donc, je vous dis à tous au revoir. Merci, bonnes vacances. Et notre prochain épisode reprendra l'ABCDE à partir de septembre et on va voir la respiration chez l'enfant fin septembre. Bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.